Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, thème de la conférence d'actualité aujourd'hui, les services sociaux d'intérêt général. Voilà un vocable peut-être peu familier pour ceux qui ne sont pas au fait de l'actualité sociale européenne de ces dernières années. Et pour cause, c'est un concept relativement nouveau qui a progressivement pris sa place dans la doctrine des institutions européennes et aujourd'hui dans le débat politique européen. Je reviendrai évidemment sur la genèse de ce concept, mais c'est un concept qui s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large qu'il nous faut tout d'abord rappeler en introduction, le contexte du débat, de la place, du rôle des services d'intérêt général dans la construction européenne, ou pour le dire autrement, pour un public francophone notamment, la place de ce qu'on a l'habitude d'appeler les services publics, mais il va falloir évidemment préciser l'approche sémantique, la place des services publics dans la réalisation des objectifs de l'Union européenne. Et pour cela, j'aimerais en introduction donc rappeler tout d'abord les facteurs d'émergence de ce débat sur la place, sur le rôle des services publics dans la construction européenne, avant, dans un second temps de l'introduction, se poser la question de la spécificité des services sociaux d'intérêt général dans le cadre de ce débat. Alors, comme indiqué, je pense qu'il est nécessaire de rappeler pourquoi le débat sur les services publics, sur les services d'intérêt général, pour reprendre le concept européen, a surgi ces dernières années. Si j'avais eu à faire une leçon ou une conférence d'actualité sur un sujet tel que celui-ci il y a 15 ans de cela, c'est-à-dire vers le milieu des années 1990-90, il n'y aurait pas eu matière. Il n'y aurait pas eu tout simplement matière à une telle conférence, à un tel développement. Les raisons sont simples, c'est que le service public est resté très longtemps un concept très clairement limité dans son champ d'influence parmi les États membres. Il est évident que si on cherche à identifier une classification des États membres par rapport à ce concept, par rapport à une doctrine du service public, les travaux qui ont été menés ces dernières années, je pense notamment aux travaux de mes collègues de Paris 1, de la Sorbonne, les professeurs Marcoux ou Moderne, ont montré qu'il y avait, disons, trois grandes catégories d'États membres par rapport à leur positionnement juridique au regard du concept de service public. Une première catégorie où un État membre se singularise, c'est-à-dire sans évidemment créer de surprise, la France, qui en quelque sorte fonde une catégorie à elle toute seule, dans la mesure où ce pays et son droit s'est en grande partie structuré autour du concept de service public. Et c'est le cas plus précisément d'un de ces volets du droit le plus important, le droit public. La notion de service public a structuré et structure encore des pans entiers de son droit public et de son droit administratif. Soit parce qu'il s'agit encore d'un élément important pour la répartition, par exemple, des compétences entre juges administratifs et juges judiciaires, soit encore pour identifier une prérogative publique.
Alors, ça ne veut pas dire que la France est toute seule dans cette catégorie. Elle a suscité dans d'autres pays un intérêt pour cette notion. Et donc apparaît une deuxième catégorie d'États membres qui ne, pourrait-on dire, ne sont pas insensibles à la notion de service public dans leur ordre juridique interne. C'est le cas de ce qu'on pourrait appeler les pays sous influence romano-latine. Je pense évidemment en premier lieu à la Belgique, mais on peut également penser à l'Italie ou encore à l'Espagne, le Portugal, qui sont des pays qui connaissent, qui intègrent dans leur ordre juridique interne ce concept de service public, ou du moins un concept très proche. Par exemple, les concepts de service public essentiel dans la Constitution italienne, de service public de base dans la Constitution espagnole. Bref, plusieurs pays qui ont su intégrer cette notion de service public, mais sans aller aussi loin, en quelque sorte, que l'ordre juridique français pour en faire un élément structurant d'une partie de leurs droits. Mais voilà, avec une influence certaine. On peut également, dans cette catégorie, inclure, comme le font les travaux que je citais juste avant, l'Allemagne, qui a également pu intégrer une notion de Daseinvorsorge, c'est-à-dire d'État-providence qui peut être en mesure de développer des services publics essentiels pour la population, mais, je le répète, sans aller jusqu'à en faire un élément structurant de l'ordre juridique interne. La preuve, les travaux des historiens du droit montrent que si la France a développé le concept de service public, et c'est très intéressant d'un point de vue de sciences politiques, c'est aussi un peu en réaction à la doctrine allemande qui avait fait en sorte de développer le concept de puissance publique pour structurer son ordre administratif. Donc il y a en quelque sorte en réaction à ce critère de la puissance publique, celui du service public est apparu de l'autre côté du Rhin, du côté français. Ça nous amène à la troisième catégorie d'États membres, toujours selon les travaux que je citais tout à l'heure des professeurs Marcot et Moderne, qui montrent que cette troisième catégorie d'États membres ne connaissent pas ou n'ont pas souhaité intégrer en tant que telle la notion de service public dans leur ordre juridique. C'est le cas, vous vous en doutez, d'un des États membres majeurs de l'Union européenne, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Et puis donc les satellites ou les États qui peuvent se revendiquer notamment de la common law, du système de la common law. Non pas qu'il n'y a pas d'idée de service public en droit anglais par exemple, mais celle-ci est uniquement rattachée à la notion de fonction publique, c'est-à-dire de service de ces fonctionnaires pour les citoyens du royaume. On n'en a pas fait un concept structurant de l'ordre administratif, par exemple, ou un concept structurant de répartition de compétences. Mais, et donc c'était ce que je voulais indiquer comme premier facteur d'émergence du débat, mais évidemment, l'échelon européen est venu en quelque sorte bouleverser un petit peu le jeu. Pour une raison très simple, c'est que sans avoir en tant que tel repris dans les textes fondateurs de ce qu'on appelait alors la Communauté économique européenne, aujourd'hui l'Union européenne, le concept même de service public, sauf, on va y revenir dans le cadre de la politique commune des transports, un concept tout de même fédérateur en quelque sorte de ces différentes notions a été intégré dans les traités dès l'origine, la notion de service d'intérêt économique général. Je vais y revenir puisque cette notion qui est apparue donc dès 1957 dans le traité de Rome instituant la CEE, instituant la Communauté économique européenne, a fait une place à cette notion, ce qui prouve bien, lorsqu'on se réfère notamment aux travaux ou à l'équivalent des travaux préparatoires
du traité. Je pense notamment aux travaux de la conférence de Messine, où on voit très bien dans ces travaux préparatoires qu'il y a eu un débat sur la rédaction de l'ancien article 90-90, paragraphe 2, quand il a fallu intégrer cette notion de service d'intérêt économique général, alors que notamment la délégation française plaidait pour y intégrer la notion de service public en tant que tel. Il a fallu trouver un compromis avec les Allemands, déjà à cette époque, et c'est celle de service d'intérêt économique général qui a été retrouvée. Et le fait est, c'est que lorsque des pays comme la Grande-Bretagne ont rejoint ensuite la construction européenne, il a bien fallu intégrer l'application de ces vocables, l'application de ces concepts dans le droit national, par le jeu de l'effet direct, comme vous le savez, du droit de l'Union européenne dans les ordres juridiques nationaux. Et donc, au fur et à mesure où le rôle de cette disposition, c'est-à-dire de l'ancien article 90, de l'ancien article 90, paragraphe 2, de l'ancien traité CE, est devenu de plus en plus prégnant dans la jurisprudence de la Cour de justice, dans la doctrine de la Commission, on va le voir dans quelques instants, eh bien, il a bien fallu que les États membres s'interrogent sur la manière d'intégrer ce concept dans leur propre ordre juridique. Ce qui fait que, par exemple, vous avez désormais dans le droit de la concurrence britannique des références explicites au concept même de service d'intérêt économique général. Et c'est ce qui m'amène sur ce premier facteur d'émergence du débat, du débat sur les services publics, à l'apparition finalement d'une quatrième catégorie qui n'apparaissait pas dans les travaux à la fin des années 90 encore, que je citais tout à l'heure, mais qui pourrait être celle des États à la fois nordiques et des États nouveaux États membres, des pays qu'on appelle encore d'Europe centrale et orientale, et qui se cherchent en quelque sorte sur cette notion. Ils l'ont en quelque sorte rejetée dans un premier temps avec la chute de l'Empire soviétique, la chute de l'URSS, puisque en quelque sorte, je caricature, mais tout était service public, l'État était tout, et puisque l'État était service public était tout dans ces pays. Et donc, avec le rejet du système soviétique, on a en quelque sorte jeté le bébé avec l'eau du bain, puisqu'il y a eu une réaction très négative sur tout ce qui pouvait être considéré comme la mainmise de l'État sur l'économie, sur la société. Et donc, pendant très longtemps, il n'y a pas eu de vraie réflexion sur ce que pouvait être le service public autrement que par cette vision qu'on qualifiera de soviétique de l'époque pré-années 90. Mais avec, comme je le disais, l'apparition de cette notion dans les traités qu'il a bien fallu pour les nouveaux États membres intégrer dans leur ordre juridique nationaux, aujourd'hui, la question se pose dans ces pays sur mais que fait-on finalement de cette notion? Est-ce qu'on l'intègre dans une doctrine qu'on va renouveler sur les services publics ou est-ce qu'on va se contenter d'intégrer directement la doctrine telle qu'elle s'européanise à l'échelon donc de l'Union européenne? Et j'en viens donc au deuxième aspect, au deuxième facteur d'émergence. Donc premier facteur, les évolutions que les États membres ont connues de leur propre notion de service public, avec une précision peut-être que j'ajoute, une précision importante, c'est que la première catégorie, en quelque sorte monocatégorie avec la France, porteuse en quelque sorte d'une théorie structurée et structurante du service public, a elle-même dû mettre de l'eau dans son vin, si je peux utiliser cette expression, et a vu sa propre notion évoluer, notamment avec l'approche devenue plus économique du service public, puisqu'on a vu apparaître au tournant du 19e et 20e siècle
la notion notamment par exemple de service public industriel et commercial dans la théorie du droit administratif français, pour faire une place précisément à cette rencontre d'une notion héritée des activités régaliennes de l'État, le service public, avec cette rencontre avec la réalité économique, la sphère économique. Et finalement, la théorie française a su s'adapter à cette évolution majeure. L'action de l'État n'est pas seulement une action régalienne, ça peut être également une action économique tournée vers la société civile, vers le monde économique. Donc, je ferme la parenthèse. Deuxième facteur d'émergence important, c'est que le droit de l'Union européenne, ou à l'époque ce qu'on appelait encore le droit communautaire, a multiplié ces dernières années les références au concept de service public. Cette multiplication des références vient évidemment tout d'abord d'un terreau originel, le traité de Rome dans sa version de 1957, qui, comme je l'indiquais tout à l'heure, contenait d'une part une référence, et contient toujours une référence à la notion même de service public dans le domaine des transports, mais avec un champ d'application extrêmement limité, celui des aides d'État qui visent à rembourser, à compenser des servitudes de service public. Mais je le répète, le champ en est limité, toujours aujourd'hui, au domaine des transports. Et pour la sphère beaucoup plus large, c'est-à-dire tous les autres secteurs économiques, le traité, en tout cas c'est le compromis que j'évoquais tout à l'heure, des rédacteurs du traité, ont conduit à élaborer cette notion de service d'intérêt économique général. Et il faut attendre finalement le début ou le milieu des années 90, le milieu des années 1990, pour que ce qui pouvait paraître un débat assez statique et assez technique, c'est-à-dire l'application ou non des règles du traité à la sphère des services publics, il a fallu attendre cette époque-là pour que le niveau politique s'intéresse au sujet. Et pour une raison assez simple. Les années 90, les années 90, c'est la résultante directe de ce qu'on a appelé la relance du marché intérieur, initiée à partir de 1985 avec notamment le livre blanc du président Delors sur la relance de la croissance et la mobilisation, la remobilisation des esprits sur le marché unique et la fameuse échéance qu'on a tous en tête d'un marché unifié, d'un marché unique pour 1992-1993. Et donc la chronologie est importante. Cette relance de la construction européenne par le biais du marché et du marché unique a fait que la Commission s'est intéressée à tous les secteurs qui ne s'étaient pas encore frottés aux réalités des règles européennes. Et si le secteur des marchandises, notamment, avait plutôt bien fonctionné, et le marché intérieur des marchandises a commencé à être une réalité, notamment à travers son union douanière, tel n'était pas le cas pour le secteur des services. Et dans le cadre du secteur des services, en particulier pour ceux des services reposant sur des structures de services publics, soit pour des raisons économiques, voire sociales parfois, sur une structure de type monopolistique, soit sur des structures de type privilégié, par exemple l'octroi de droits exclusifs ou spéciaux à certaines entreprises pour permettre la réalisation des missions de service public. Et donc la Commission, qui était propulsée sur la base de cette idée de relancer un marché intérieur, un marché unique sur l'ensemble des composantes de la sphère économique, a forcément dû se heurter
à des structures nationales de services publics qui n'en étaient pas moins des activités économiques de service. Et donc, cette tension, cette rencontre entre des pans entiers de services qualifiés de services publics par un certain nombre d'États membres et la réalité des règles de la communauté européenne de l'époque, je répète, des règles existantes depuis 1957, telles que, on va y revenir, la libre prestation de services, la liberté d'établissement ou les règles de concurrence, ont fait que les États ont pris conscience que de deux choses l'une, soit on banalisait l'application des règles du traité à ces secteurs un peu particuliers, ou en tout cas considérés comme n'étant pas tout à fait comme les autres, les services publics ou les services d'intérêt économique général, soit on se posait la question d'un traitement à part, d'un traitement spécifique de ces secteurs. Et c'est finalement la deuxième option, cette deuxième option qui va être privilégiée à partir au milieu des années 90, au milieu des années 90, les États membres vont demander et obtenir de la Commission d'ouvrir un débat sur la question des services publics. Donc, la Commission va accueillir favorablement cette demande d'ouvrir un débat avec une première communication en 1996 sur les services d'intérêt général en Europe. Et donc apparaît pour la première fois dans la doctrine officielle des institutions européennes ce concept de service d'intérêt général, vous l'aurez compris, directement inspiré du concept de service d'intérêt économique général du traité de Rome dans sa version de 1957, mais qui a vocation à élargir le champ d'études, le champ de recherche, le champ du débat en matière de services publics. Et cette communication, dont on fête les 15 ans, dont on a fêté les 15 ans il y a quelques jours, puisque c'était en septembre 96, sauf erreur de ma part, eh bien, cette communication va être véritablement le point de départ d'une évolution des esprits et d'une évolution des textes. Évolution des esprits, très clairement, puisque les États vont s'emparer, en tout cas un certain nombre d'États vont s'emparer du sujet. Il n'est pas totalement étonnant que les États en question soient ceux que l'on a identifiés tout à l'heure dans la première et la deuxième catégorie. La France, la Belgique, l'Espagne ont été fer de lance à partir de 95-96 pour faire pression sur la Commission pour ouvrir le débat. Certes, la présidence de l'époque de la Commission, qui était française, puisque c'est la fin des années Delors, était assez attentive évidemment à cette question, d'autant plus, je fais une petite parenthèse institutionnelle, qu'à cette époque il y avait une véritable cellule de prospective digne de ce nom auprès de la présidence de la Commission, donc qui à ce titre pouvait véritablement faire avancer des idées et aller au-delà de la gestion, ce que j'appelle la gestion du guidon au jour le jour, et qu'on n'a peut-être pas retrouvé dans les présidences successives, ou en tout cas encore aujourd'hui. Et donc ça a permis véritablement un débat de fond. Évolution des esprits, et comme souvent, l'évolution des esprits peut amener à une évolution des textes. C'est ce qui a conduit les chefs d'État et de gouvernement, dans le cadre de ce qui allait devenir le traité d'Amsterdam en 1997, à introduire dans le traité, tel que révisé, une nouvelle référence au service d'intérêt économique général qui soit déconnecté du chapitre actuel, qui était jusqu'à présent
le chapitre des règles de concurrence pour en faire une disposition à vocation générale, une disposition d'application générale, dirait-on aujourd'hui. Et c'est l'apparition dans le traité CE, dans le traité sur la Communauté européenne, de l'article 16 du traité CE, qui réaffirme tout d'abord l'importance des services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union en termes de solidarité, en termes de cohésion. Et là, on commence évidemment à toucher au cœur du débat et à ce qui va nous préoccuper sur les services sociaux d'intérêt général, c'est que très clairement, les États membres se sont entendus pour reconnaître que les services publics, peu importe comment on les appelle, les services d'intérêt général lorsqu'ils sont notamment économiques, sont au cœur du modèle social européen. Cette première avancée n'était pas si évidente que cela à obtenir. Et puis, deuxième avancée du nouvel article 16, c'est la définition d'une co-responsabilité, ce que j'ai appelé parfois d'un double mandat, qui pèse à la fois sur les épaules de l'Union européenne et des États membres, sur celles des États membres. Cette co-responsabilité, c'est celle de veiller à ce que ces services d'intérêt économique général, ces activités de service public, puissent se mettre en œuvre, puissent être exercés dans les meilleures conditions pour qu'ils fonctionnent correctement, évidemment, au service, sous-entendu, des objectifs qu'ils visent, c'est-à-dire, je le répète, la solidarité ou la cohésion économique et sociale. Et puis, cette introduction de cette nouvelle disposition, évidemment, a suscité beaucoup d'interrogations, beaucoup d'espoir aussi, sur la manière dont elle pourrait éventuellement changer la donne dans le débat des services publics et de la construction européenne. Il faut reconnaître que certains de ces espoirs ont été très vite douchés, puisque la question s'est posée notamment de savoir si cette nouvelle base, cette nouvelle disposition de l'ancien article 16 du traité CE pouvait servir de base juridique pour une intervention du législateur européen dans ce domaine de manière transversale, avec cette fois-ci comme préoccupation première la mise en œuvre des objectifs, des valeurs communes de l'Union européenne en termes de solidarité ou de cohésion notamment. Et plus seulement sous une optique qui était celle de l'ancien article 90, paragraphe 2, devenu entre-temps l'article 86, paragraphe 2 du traité CE, c'est-à-dire une appréciation au cas par cas de la manière dont les règles du traité, notamment les règles de concurrence ou les règles du marché intérieur, devaient trouver à s'appliquer pour ce type de service public. Et le fait est, c'est que la Commission n'a véritablement jamais considéré, et d'ailleurs elle n'a jamais eu à mettre en œuvre ou à proposer de mettre en œuvre une législation ou un texte européen sur le fondement de cet ancien article 16 comme base juridique autonome. Il y a eu tout un débat, je n'y reviendrai pas, enfin peut-être que j'y reviendrai en conclusion, sur la nécessité d'un acte transversal. Je crois que le débat n'est pas totalement clos, mais le fait est qu'il aura fallu attendre l'échec de la Constitution européenne en 2005, puis la régénération du débat constitutionnel ou pseudo-constitutionnel de l'Union européenne avec ce qui allait devenir le traité de Lisbonne en 2007, puis son entrée en vigueur le 1er décembre 2009, pour que cet article 16 ex-traité CE soit remanié, réécrit, ou en tout cas complété, amendé par le traité de Lisbonne, à travers donc l'actuel article 14 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE,
je répète, entré en vigueur depuis le 1er décembre 2009. Cet article 14 TFUE garde évidemment l'armature principale de l'ancien article 16, donc reconnaît notamment les valeurs communes, parmi les valeurs communes de l'Union, la place des services d'intérêt économique général, ajoute à la dimension de cohésion l'aspect territorial, donc ce n'est pas seulement une valeur ajoutée pour la cohésion économique et sociale, mais également territoriale, mais, et c'est peut-être là l'essentiel, ajoute que le législateur, en l'occurrence le co-législateur, Parlement européen et Conseil, établissent des règles, des principes sur la base de règlements pour permettre la mise en œuvre de cet article 14, c'est-à-dire pour permettre le bon fonctionnement des services d'intérêt économique général lorsqu'il s'agit notamment de déployer les conditions économiques ou financières de leurs activités. J'y reviendrai de manière plus précise, mais le fait est, c'est que le traité de Lisbonne a créé un nouvel environnement juridique pour les services d'intérêt économique général, avec désormais une base juridique clairement identifiée, et nous y reviendrons, puisque ça sera l'objet de mes propos conclusifs, de nouvelles perspectives pour l'ensemble des services publics. Et quand je dis l'ensemble des services publics, c'est ce qui m'amène alors à clore cette introduction, car à l'intérieur de cette grande famille des services publics est apparue la nécessité de faire une place de plus en plus grande à certains de ces services d'intérêt général que sont les services sociaux d'intérêt général. Et c'est ce qui m'amène à la deuxième aspect de mon introduction pour introduire la thématique d'aujourd'hui, c'est-à-dire la genèse de la spécificité des services d'intérêt général dans le débat plus large des services publics. Comment, dans ce débat général des services d'intérêt général, des services publics et de la construction européenne, comment les services sociaux sont apparus? Eh bien, comme la Commission avait été en quelque sorte à l'origine de cette doctrine des services publics en 1996, c'est également de la part de la Commission que va venir l'intégration dans ce débat des services sociaux. Et plus précisément, avec un livre blanc publié en mai 2004 sur les services d'intérêt général, qui avait donc un peu pour but de faire le point sur l'ensemble des discussions qui, depuis 8 ans, se cristallisaient autour de cette notion. Je passe sur les détails, mais depuis la communication de 1996, d'autres communications avaient alimenté la doctrine de la Commission. Et puis, ce livre blanc sur les services d'intérêt général de 2004 va marquer une étape importante pour les services sociaux, puisque c'est en quelque sorte l'acte de naissance du concept de services sociaux d'intérêt général. Alors, avec une petite réserve, c'est que en mai 2004, la Commission considère qu'elle peut agréger à ces services sociaux les services de santé, en reconnaissant notamment le rôle particulier joué par ces services, compte tenu du lien avec le principe de solidarité, compte tenu du fait qu'il s'agisse de services centrés sur la personne, on va y revenir, et qui permet alors, cette double spécificité, permet alors d'identifier ce qu'elle appelle une approche systématique pour reconnaître les particularités de ces services par rapport aux autres services d'intérêt général. Donc, première apparition de cette idée que les services sociaux et les services de santé à l'époque
doivent pouvoir avoir ou se voir traités, en tout cas, de manière un peu particulière. Et il faut attendre 2 années supplémentaires, avril 2006, pour que, là aussi pour la première fois, dans la doctrine officielle des institutions européennes, une communication soit consacrée uniquement aux services sociaux d'intérêt général dans l'Union européenne. C'est la communication donc, du 26 avril 2006, sur lesquelles je reviendrai dans le détail, mais qui va être en quelque sorte l'élément fondateur d'une doctrine de la part des institutions européennes pour les services sociaux d'intérêt général. Pour le moment, je ne me poserai pas la question de savoir si c'est une doctrine qui avait ses raisons d'être et qui a été considérée ou non comme satisfaisante, ça c'est autre chose. Mais le fait est, c'est qu'il va être, cette communication d'avril 2006 va être le point de départ d'un renouveau, en quelque sorte, intellectuel pour cette question qu'on ne pouvait plus ignorer. Car très longtemps, c'était plutôt la politique de l'autruche qui prévalait. Les États membres estimaient qu'on n'avait pas à parler de services sociaux à l'échelon européen pour des raisons de compétence, je vais y revenir. Et puis la Commission qui estimait, ou qui pouvait estimer, en tout cas par ses actes, et notamment par sa pratique décisionnelle, par exemple en matière de concurrence, qu'il n'y avait pas vraiment lieu de mettre à part ces services sociaux du moment que leur caractère économique était acquis. Or, précisément, il a bien fallu trouver un compromis du fait de la double responsabilité, de la co-responsabilité que j'évoquais tout à l'heure, qui est reconnue expressis verbis par l'ancien article 16 du traité CE, aujourd'hui article 14 TFUE. Et cela nous a amené alors, cela a amené la Commission à préciser sa pensée avec une communication de 2007, de novembre 2007, de nouveau sur les services d'intérêt général pour rappeler le contexte, mais en particulier une attention plus particulière donc sur les services sociaux et qui a été considéré comme, je pense à juste titre, un arrêt sur image, une sorte de pause dans la réflexion en la matière, puisque ce qu'on n'arrivait pas encore tout à fait à percevoir dans la communication de 2006, c'est-à-dire que, certes, les services sociaux d'intérêt général présentent des caractéristiques particulières, notamment des modalités d'organisation particulières sur lesquelles je vais revenir, mais en même temps, la Commission laissait entendre que ces caractéristiques particulières ne suffisaient pas véritablement à justifier un traitement spécifique. On était en quelque sorte sur la corde. Fallait-il sanctuariser ces services sociaux ou les banaliser? La communication de 2007 a au moins l'avantage d'être un peu plus claire et la thèse de la sanctuarisation ou en tout cas du traitement spécifique par rapport aux règles de l'Union européenne n'est pas acquise. C'est plutôt une tendance à la banalisation qui semble résulter de cette communication de 2007, tout en intégrant les acquis du traité de Lisbonne, en tout cas en feignant de les prendre à bord. Il faut quand même reconnaître que la Commission ne semble pas vouloir lâcher un pan entier de services que sont les services sociaux à la discrétion uniquement des États membres dans l'exercice de leurs compétences en matière de services sociaux. Et cela peut se comprendre parce que, précisément, la Commission a de son côté, en quelque sorte, la jurisprudence de la Cour qui, en matière notamment de compétences sociales,
a toujours précisé que si les compétences sont reconnues aux États membres pour développer ces services sociaux, en revanche, dans l'exercice de ces compétences, les États membres doivent veiller à respecter les règles du traité. Et c'est sous cette antienne que la Commission, en tout cas c'est comme ça que j'ai perçu l'évolution non seulement sémantique, mais également doctrinale et décisionnelle de la Commission depuis la communication de 2006 et celle de 2007, de ne pas ouvrir en quelque sorte la boîte de Pandore aux États membres qui s'engouffreraient pour demander en quelque sorte d'exclure totalement l'exercice de leurs compétences sociales du champ du traité. Pour autant, le débat n'a pas cessé d'être alimenté, encore aujourd'hui, et ce débat sur faut-il sanctuariser ou faut-il banaliser les services sociaux d'intérêt général a conduit le Parlement européen notamment en 2007, donc dans la foulée de la communication de 2006 sur les services sociaux d'intérêt général, a rappelé que pour sa part, le Parlement européen estimait que les spécificités, les caractéristiques particulières de ces services sociaux devaient conduire non pas à une exclusion en tant que telle du champ du traité, mais à une prise en compte, à une, en quelque sorte, adaptation de ces règles aux spécificités des services sociaux. Et le Parlement, dans son rapport notamment As Ferreira de 2007, a très clairement mis en avant cette nécessité d'équilibre entre l'application pure et simple des règles du traité et la prise en compte des spécificités des services sociaux. Et c'est sur demande, entre autres, notamment du Parlement européen, que pour pouvoir discuter de cet équilibre, faire en sorte qu'il soit maintenu régulièrement dans toute initiative politique, législative ou dans toute proposition de doctrine officielle de la Commission, que cet équilibre puisse être discuté avec les parties prenantes, avec les acteurs du terrain, et la possibilité d'en débattre publiquement, entre institutions également, à travers l'institution, l'établissement de ce qu'on a appelé un premier forum sur les services d'intérêt, des services sociaux d'intérêt général, qui a eu lieu sous présidence portugaise fin 2007 et dont le principe a été en quelque sorte pérennisé par un deuxième forum sous présidence française fin 2008, puis plus récemment par un troisième forum consacré également au CCJ sous présidence belge en octobre 2010. L'année 2010 d'ailleurs aura été particulièrement riche, et j'en terminerai par là, pour la thématique des services sociaux d'intérêt général, puisque grâce au dynamisme notamment de la présidence belge, grâce notamment également, peut-être de manière inconsciente, je ne sais pas, à l'autorité qu'a pu avoir le rapport de l'ancien commissaire Mario Monti sur la relance du marché intérieur et notamment la meilleure façon de faire en sorte que les citoyens tombent amoureux du marché unique ou en tout cas adhèrent de nouveau à ce projet, M. Mario Monti a bien compris qu'il ne pouvait pas faire l'impasse dans le cadre de cette relance d'ambition pour le marché unique, pour le marché intérieur, ne pouvait pas faire l'impasse sur la dimension services sociaux dans la relance de ce marché unique. Et c'est ce qui a permis au troisième forum de mettre sur la table des recommandations très précises sur comment obtenir cet équilibre pour la prise en compte de la spécificité ou des spécificités des services sociaux d'intérêt général par rapport aux règles existantes du traité, et qui a conduit
le Conseil de l'Union européenne, dans sa formation Affaires sociales, Emploi et Affaires sociales, en décembre 2010, a acté des conclusions spécifiques, des conclusions appropriées, consacrées aux services sociaux d'intérêt général, sur lesquels je reviendrai dans le corps de mon intervention. Donc voilà, rappeler, même si c'était de manière un peu longue, le contexte dans lequel le débat sur les services sociaux d'intérêt général aujourd'hui est en quelque sorte planté et acquis. C'est un acquis aujourd'hui, je pense, de la construction européenne. Et à ce titre, j'espère pouvoir ainsi mieux mettre en valeur tout d'abord eh bien, le concept même de service social d'intérêt général, d'une part, puis de rappeler dans un second temps les règles du traité telles qu'elles s'appliquent à ces services sociaux d'intérêt général, pour enfin lancer quelques pistes, quelques perspectives pour stabiliser ce qu'on pourrait appeler une doctrine des services sociaux d'intérêt général à l'échelon européen.